Bonjour chers élèves, je suis très ravi de vous rencontrer encore une autre fois dans la suite d'un cours intitulé l'analyse du bilan. Ce chapitre est destiné aux élèves sciences économiques et de gestion comptable. Nous avons déjà vu lors de la dernière séance, nous avons commencé par l'introduction du bilan comptable et dans laquelle nous avons montré qu'il y a quelques limites de la nécessité d'établir un bilan financier qui reflète la réalité de l'entreprise. Nous avons montré comment passer du bilan comptable au bilan financier en prenant en considération l'évaluation des éléments du bilan ainsi que le degré de liquidité et le degré d'exigibilité. Nous avons étudié les principaux retraitements qui concernent les éléments de l'actif. Dans ce cours, maintenant, on va continuer notre débat à propos des retraitements et je vais analyser maintenant les principaux retraitements qui concernent les éléments du passif. Je vais insister sur 3 éléments. Le premier élément, il s'agit des dettes et des emprunts. Comment retraiter les dettes et les emprunts? Il faut distinguer entre dettes à court terme et dettes à long et à moyen terme. Pour les dettes à long et moyen terme, l'échéance devient inférieure à un an, il faut les supprimer, les retrancher des dettes à long et à moyen terme et les ajouter aux dettes et à court terme. En revanche, pour les dettes à court terme, lorsque l'échéance et le délai d'exigibilité dépassent un an, il faut les retrancher de la classe des dettes à court terme et les ajouter au niveau de l'autre classe dettes à long et à moyen terme. Pour le deuxième élément qu'on va traiter, il s'agit de provisions pour risques et charges. Je vais distinguer entre 2 points. Le cas des provisions pour risques et charges justifiées et l'autre cas qui concerne les provisions pour risques et charges non justifiées ou sans objet. Pour les provisions pour risques et charges justifiées, s'il s'agit d'une provision pour risques et charges justifiées qui dépasse à court terme, qui dépasse un an, donc le délai d'exigence dépasse un an, donc il faut la retrancher des dettes à court terme et l'ajouter au niveau des dettes à long et à moyen terme. Pour les provisions pour risques et charges justifiées qui deviennent momentanées, dont le délai est inférieur à un an, donc il faut les retrancher des dettes à long et à moyen terme et les ajouter au niveau de l'autre classe dettes à court terme. Passons aux provisions pour risques et charges non justifiées ou sans objet. En prenant en considération le taux de l'IS. Je vais prendre comme exemple le taux de l'IS 20%. Il faut faire attention au taux de l'IS. Donc, pour les provisions pour risques et charges non justifiées à long terme, je vais les analyser de la façon suivante. Je vais retrancher la totalité de dettes à long et à moyen terme et je vais ajouter 20% de cette provision comme dette à court terme et ce qui reste, c'est-à-dire 80%, je vais le considérer comme capitaux propres. J'attire votre attention, ici nous avons fait 20% et 80% car le taux de l'IS est considéré comme 20%. Par exemple, si le taux de l'IS est 10%, on va considérer comme dette à court terme 10%. Et les capitaux propres vont avoir 80% de la totalité de la provision. Pour les provisions pour risques et charges non justifiées qui sont à court terme, je vais retrancher
moins 100% de la dette à court terme et ajouter 20% de la dette à court terme. C'est-à-dire, autrement dit, je vais retrancher 80% de cette provision des dettes à court terme. Et cette 80%, je vais l'ajouter au niveau de la classe capitaux propres. Je passe au troisième élément. Il s'agit des dividendes. Si le conseil administratif, par exemple, de l'entreprise a décidé de distribuer ses dividendes au cours de l'exercice, c'est-à-dire avant un an, donc je vais passer et les analyser et les reclasser de la façon suivante. Je vais les retrancher des capitaux propres et les ajouter au niveau des dettes à court terme. Voici maintenant un tableau récapitulatif qui montre les principaux retraitements qu'on a déjà vus au niveau de l'actif. Par exemple, si nous prenons immobilisation en non-valeur, on va retrancher ces valeurs, ce montant de l'actif immobilisé, et en contrepartie, on va retrancher le même montant du capital propre pour que le bilan financier soit équilibré chaque fois après chaque retraitement. Et ainsi de suite pour les autres éléments. Par exemple, autre exemple, si on prend les TVP facilement cessibles, puisqu'ils sont facilement cessibles, je vais retrancher leur montant de la classe des créances et ajouter le montant au niveau des valeurs de disponibilité, ce qu'on appelle les valeurs disponibles. Le tableau suivant, c'est un tableau récapitulatif des retraitements concernant le passif. Par exemple, si je prends les dettes ou emprunts, les dettes à court terme qui dépassent un an, donc je dois les retrancher de la classe dette à court terme et les ajouter au niveau de des dettes à long et à moyen terme. C'est clair? Donc, pour bien maîtriser tous ces retraitements, je passe à l'application suivante. Il s'agit d'un bilan comptable d'une entreprise au 31/12/2018. Comme vous voyez, nous avons les éléments de l'actif, la colonne des bruts, la colonne des amortissements et provisions et le net qui est égal à la différence entre le brut et l'amortissement et provisions. Et la deuxième colonne comprend les éléments du passif avec leur montant. Et nous avons ici quelques informations complémentaires. Par exemple, la valeur estimée des immobilisations est 60 000. Par exemple, les titres de participation en bourse ont une valeur de 14 675. Le stock est estimé à 30 000. Le stock utile est fixé à 1 000. Les créances douteuses seront couvertes au moins de 2 ans. Et 8 000 dirhams des effets à recevoir sera encaissé. Pour les provisions pour risque et charges, nous avons une provision de 5 500 qui correspond à un risque de moins d'un an. Une dette de 4 500 d'un fournisseur à une échéance supérieure à un an. Alors qu'une partie des dettes de financement qui est égale à 3 000 doit être remboursée dans 9 mois. Et le résultat, une fraction de résultat, comme dividende, sera distribuée dans 3 mois. C'est clair? Donc le travail à faire, c'est établir d'abord deux questions, établir le tableau de redressement et de reclassement, et ensuite on va dresser le bilan financier condensé. Et voilà un tableau de redressement et de reclassement. D'abord, nous avons la première ligne, les totaux comptables. Ce sont les totaux déduits à partir du bilan comptable. Et je vais passer ligne par ligne pour pour discuter et analyser chaque ligne de ce tableau. Prenons les immobilisations en non-valeur. D'après l'énoncé, nous avons une immobilisation en non-valeur qui est égale à 2425. Cette valeur, comme vous savez, ne représente pas une effective. Donc, le travail à faire, on doit la retrancher des valeurs immobilisées et l'ajouter au niveau des capitaux propres. Pour les immobilisations, comme vous savez, d'après l'énoncé, nous avons la valeur comptable, c'est 47 600, alors que les valeurs estimées est égale à 60 000. On remarque
que la valeur estimée dépasse la valeur comptable. Donc on doit corriger cette valeur comptable en ajoutant un montant qui est égal à la différence entre valeur estimée et valeur comptable. Puisque la valeur estimée dépasse la valeur comptable, donc il s'agit d'une plus-value. Cette plus-value va apparaître au niveau des valeurs immobilisées et en contrepartie va apparaître au niveau des capitaux propres. Passons au traitement de l'élément suivant, titre de participation. D'après le bilan comptable et les informations, la valeur comptable est égale à 10 500, alors que la valeur de ces titres de participation en bourse est égale à 14 675, d'où on remarque qu'il y a une plus-value qui est égale à la différence entre 14 675 et 10 500. Cette différence va apparaître au niveau du valeur immobilisée, on va l'ajouter et on va ajouter le même montant au niveau du capital propre. Passons au stock. Le stock, la valeur comptable est égale à 34 700 et la valeur estimée est égale à 30 000. Ici, on remarque que la valeur comptable dépasse la valeur réelle, c'est-à-dire qu'il y a une moins-value puisque la valeur comptable dépasse la valeur estimée. Cette différence entre la valeur estimée et la valeur comptable va être enregistrée comme élément de valeur d'exploitation, moins 4 700, c'est la différence entre ces deux montants, et va apparaître aussi avec un signe moins au niveau des capitaux propres. Pour le stock minimum, ce qu'on appelle aussi le stock utile au stock de sécurité, le montant c'est 1000. Comme on va le traiter? On va traiter de la façon suivante. Ce montant n'est pas de valeur d'exploitation, elle va devenir un élément de valeur immobilisée. Donc on va le retrancher ici et l'ajouter ici. Pour les créances douteuses, la valeur comptable des créances douteuses est 950, mais d'après les informations, nous avons ces créances vont être couvertes au moins dans 2 ans. Donc elles dépassent 1 an. Donc elles vont traiter de la façon suivante. On va les retrancher des valeurs réalisables, car le délai dépasse 1 an. Elles vont devenir comme éléments des valeurs immobilisées. Donc là, nous avons un signe moins, ici nous avons un signe plus. Passons au traitement suivant, concernant les effets à recevoir. Pour les effets à recevoir, on remarque qu'il y a un montant des effets escomptables qui est égal à 8000 dirhams. Donc on va les traiter de la façon suivante. Ces 8000 dirhams vont être retranchés des valeurs réalisables et vont devenir comme valeurs disponibles car elles sont escomptées. Passons à l'élément suivant, concernant provisions durables pour risques et charges justifiées. Ces provisions sont au moins de 1 an. Donc on va les traiter de la façon suivante. On va les retrancher. Moins 5500 de dettes à long et moyen terme, car elles sont de moins d'1 an et vont devenir comme dettes à court terme. Nous avons un signe moins ici et un signe plus ici. Pour les fournisseurs, les dettes envers les fournisseurs, nous avons un montant de dette qui a une échéance supérieure à 1 an, qui est égal à 4500. Donc, cette dette ne peut pas rester dans les dettes à court terme et va devenir comme dette à moyen, à long terme, car l'échéance et le délai d'exigibilité dépassent 1 an. Pour les dettes de financement, nous avons une partie à rembourser dans 9 mois. Donc, on va les reclasser de la façon suivante. Donc, moins 3000, car 3000 ne devient plus dette à moyen et à long terme, mais elle va être ajoutée au niveau des dettes à court terme, car elle va être remboursée dans un délai inférieur à 1 an. Et je vais finir avec les dividendes, une fraction du résultat à distribuer dans 3 mois. Donc, ces dividendes sont à supprimer des capitaux propres et à ajouter au niveau de la classe dette à court terme, car
ils vont être distribués dans 3 mois. Et après calcul de chaque colonne, par exemple, nous avons ici 76 625, c'est 60 525 moins ce montant, plus ce montant, plus ce montant, plus ce montant, plus ce montant, et nous avons 76 625, c'est le montant de la valeur immobilisée, c'est-à-dire de l'actif immobilisé après correction. C'est clair. Et on fait la même chose pour les autres colonnes pour trouver ces montants. Bien sûr, ces montants en bas représentent les masses du bilan financier. Le bilan financier, nous avons ici les montants qui correspondent à chaque masse et les montants correspondent à chaque ressource. Par exemple, nous avons ici 52,75, c'est-à-dire que les valeurs immobilisées représentent 52,75% du total de l'actif. Je passe maintenant à l'analyse financière du bilan en se basant sur 2 méthodes. D'abord, je prends l'analyse par la méthode des ratios. Comme vous savez, un ratio, c'est un rapport entre 2 grandeurs. Je commence par le premier ratio, financement permanent. C'est le rapport entre capitaux permanents et actifs immobilisés. En calculant ce rapport, si le rapport est supérieur à 1, ça veut dire que les capitaux propres dépassent l'actif immobilisé. C'est clair? Donc, l'entreprise a un bon équilibre financier. Passons au deuxième ratio d'autonomie financière est calculé à partir de cette formule. Comme rapport de capitaux propres, c'est le total des dettes. Si ce rapport dépasse 1, c'est-à-dire que le capitaux propre dépasse le total de dettes, donc on dit que l'entreprise a une autonomie financière où elle est indépendante vis-à-vis ses créanciers. Passons au ratio de solvabilité. C'est le rapport entre actif total et total des dettes. Si ce rapport est supérieur à 1, ça veut dire que ce que possède l'entreprise comme actif dépasse ses dettes. Je passe aux autres ratios. Le ratio de trésorerie générale qui est égal au rapport entre l'actif circulant hors taxe plus trésorerie plus trésorerie actif divisé par les dettes à court terme. Si ce rapport est supérieur à 1, ça veut dire que l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active peuvent couvrir les dettes à court terme. Le ratio suivant, c'est la trésorerie à échéance ou à terme. C'est le rapport entre créances plus trésorerie actif et les dettes à court terme. Si ce rapport est supérieur à 1, ça veut dire que les dettes à court terme peuvent être financées seulement par les créances plus et la trésorerie active. Et le dernier ratio, c'est le ratio de trésorerie immédiate, c'est le rapport entre trésorerie active et la dette à court terme. Si ce rapport est supérieur à 1, ça veut dire que la trésorerie active, ça veut dire que les disponibilités peuvent financer les dettes à court terme. Pour illustrer tous ces ratios, passons à cette application. Nous avons le bilan financier déjà trouvé auparavant et le travail à faire, calculer et interpréter les ratios suivants. Ratio d'autonomie financière, ratio de financement permanent, ratio de solvabilité, ratio de trésorerie immédiate et le ratio de trésorerie à échéance. Donc, le ratio d'autonomie financière, je vous rappelle la formule est égale au capitaux propre, c'est le total des dettes. Capitaux propres, c'est une donnée. Le total des dettes, c'est la somme de dettes à long et moyen terme et dettes à court terme. Et en appliquant, prenant chaque valeur pour chaque terme, on trouve qu'il est égal le rapport 1,92 qui est supérieur à 1,1. Donc, on déduit que l'entreprise dispose d'une autonomie financière par rapport aux créanciers. Passons au calcul du deuxième ratio, ratio de financement permanent. D'après la formule, c'est le capital permanent sur l'actif immobilisé. Nous avons actif immobilisé, alors que le capital permanent est égal capital propre plus dette à long et à moyen terme. Remplaçons chaque terme par sa valeur, on trouve le résultat suivant. Comme vous remarquez, mes chers élèves, le ratio dépasse 1. Donc, on déduit que les immobilisations sont financées par les capitaux permanents. Et le ratio de solvabilité, comme vous savez, est le rapport entre actif total et le total des dettes. Nous avons actif total et le total des dettes, c'est la somme de ces deux termes. Donc, on trouve
2,92 et le ratio supérieur à 1, donc l'entreprise possède une bonne solvabilité générale. Passons au RTI, comme vous savez, est égal trésor actif sur les dettes à court terme. Vous remplacez chaque élément, chaque terme par sa valeur, on trouve 0,55, c'est-à-dire 55%, dont on déduit que les disponibilités ne peuvent rembourser que 55% des dettes à court terme. Pour le ratio de trésor à échéance, voici la formule. En appliquant la formule, on trouve 1,19, d'où la trésor à échéance peut faire face aux dettes à court terme. Passons maintenant au deuxième élément de l'analyse financière, il s'agit de l'étude du fonds de roulement. Commençons par le fonds de roulement permanent aux liquidités. Le fonds de roulement de liquidité est calculé à partir de cette formule, capitaux propres plus dettes à long et à moyen terme, moins actifs immobilisés. D'où l'interprétation, si le fonds de roulement est supérieur à 1, c'est-à-dire que le financement permanent dépasse l'actif immobilisé, donc nous avons un excédent qui peut être utilisé pour financer l'actif circulant. Alors que si le fonds de roulement est inférieur à 0, il s'agit d'un besoin à financer. Passons au deuxième élément, le fonds de roulement propre. Il est calculé par la formule suivante, la différence entre capitaux propres et actifs immobilisés. Si la différence est positive, donc nous avons une bonne situation financière, alors que s'il est négatif, on remarque que les capitaux propres ne peuvent pas financer l'actif immobilisé, d'où l'entreprise doit se diriger vers les prêteurs, les crédits et les dettes à long et à moyen terme pour combler cette insuffisance. Revenons à notre application et essayons de calculer le fonds de roulement liquidité et le fonds de roulement propre. Le fonds de roulement liquidité égale capitaux propres plus dette à long et moyen terme moins l'actif immobilisé. Nous avons capitaux propres, dette à long et moyen terme, actif immobilisé. En remplaçant chaque terme par sa valeur, on trouve une valeur de 35 350, c'est une valeur qui est positive, dont on déduit que l'entreprise, ses ressources durables peuvent financer les emplois durables. Passons au fonds de roulement propre, qui est égal capitaux propres moins actifs immobilisés, la valeur des capitaux propres, la valeur de l'actif immobilisé et la différence égale 18 875, c'est-à-dire qu'il est positif. Donc, les capitaux dépassent l'actif immobilisé et une partie de ces capitaux peuvent être utilisés pour financer l'actif circulant. Merci, chers élèves, pour votre attention et bon courage et à la prochaine leçon, Inch'Allah.